Bonsoir Pierre Servant. Bonsoir, Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense, auteur de nombreux ouvrages. Jean-Pierre Filu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient. Vous venez de publier Le Nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. Nous parlons évidemment de la situation ce soir, assez aiguë quand même, d'abord en Algérie, où il y a 41 otages occidentaux, plus 150 employés locaux d'une entreprise française, CIS Catering, qui sont retenus sur une base gazière de BP. Les otages exigent la libération de 100 islamistes détenus en Algérie. Ils veulent ressortir du pays avec des otages. Voilà les informations contradictoires. Peut-être déjà un premier point, Pierre Servant, est-ce que c'était prévisible, mais ça va très très vite, hein? Oui, ça va très très vite parce que c'est un peu la marque de fabrique de ce type de combattants. Ils ont des frères qui sont, je dirais, frappés au Mali. Et dans le mode opérationnel d'Al-Qaïda, pour parler d'une façon un peu générale, il y a le fait d'aller chercher, de détourner l'attention, d'aller chercher un autre gage à forte charge médiatique. On le voit bien, puisque dans la journée, le Mali s'estompe un peu et on se précipite là-dessus, ce qui est tout à fait légitime. Donc, avoir ce type comment dirais-je, on prend en otage des personnes dans un lieu symbolique, l'Algérie, qui a beaucoup évolué ces derniers temps, autorisation du survol de son espace aérien pour les frappes au Mali. Et on m'a donné une information que je n'ai pas pu recouper, mais selon laquelle, quand l'Algérie a annoncé il y a quelques jours qu'elle entendait fermer véritablement ces 1400 km de frontières, même si c'est quand même assez difficile, en tout cas qu'il y avait cet affichage de volonté de ne pas laisser les combattants djihadistes frappés au Mali remonter, se replier, on m'a dit qu'effectivement ça avait été mis en œuvre et que des combattants avaient été capturés. Donc là on est dans ce mode de fonctionnement d'Al-Qaïda, une prise très symbolique, forte charge médiatique, et le problème c'est que les revendications qui sont affichées, est-ce que ce sont des vraies revendications? Est-ce que c'est une façon de nourrir la tension sur cet événement? On est là dans cette tactique. On évoquait ces derniers jours justement ces possibilités d'attaque sur des intérêts français ou étrangers. Là, on y est. C'est le cas. Jean-Pierre Filu, qu'en pensez-vous? Pierre Servant dit, est-ce que c'est une opération un peu purement médiatique à cette heure-ci, ou est-ce que c'est un danger très, très grave? Il se revendique de Mokhtar Ben Mokhtar, qui est un des chefs d'AQMI et un des chefs des djihadistes du Mali. Alors je crois qu'effectivement la boucle est bouclée. Toute cette sinistre histoire a commencé il y a près de 20 ans en Algérie, avec la guerre civile algérienne qui a suivi la suspension des élections de 1991. On a eu les groupes djihadistes, à l'époque c'était le GIA, le groupe islamique armé, dont une dissidence a fini par donner Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il faut voir que pendant toute cette décennie, jamais les sites pétroliers ou gaziers n'ont été frappés par les djihadistes. Donc ils ont décidé de revenir au pays et de s'en prendre à des cibles qu'ils n'avaient jamais touchées. Et puis on a ce que je mets souvent en lumière, c'est-à-dire la rivalité entre les deux chefs djihadistes algériens du Sahara, Mokhtar Ben Mokhtar et Abou Zeid. Donc Abou Zeid détient nos 4 compatriotes enlevés à Arlit en septembre 2010. Et Mokhtar Ben Mokhtar venait d'être exclu d'Al-Qaïda. Donc il reprend la main pendant que son rival est occupé sur le front malien, et entre autres avec les militaires français. Et d'une certaine façon, il se remet sur le devant de la scène par un coup particulièrement spectaculaire. Alors ce soir, soyons clairs, est-ce que les otages sont en très grand danger? Est-ce que ça peut faire basculer, y compris cette guerre au Mali? Parce que l'opinion publique va être très attentive aussi à ces événements. Basculer, moi je n'irai pas jusque-là. Simplement, ça montre qu'on est dans des conflits extrêmement compliqués avec des ramifications étranges. Donc on voit qu'il y a des tensions entre eux, mais il peut y avoir aussi des volontés de réconciliation en offrant des gages. Enfin bon, toutes les interprétations sont possibles. Alors, je ne pense pas que ça va retourner les choses, parce que les combats au Mali sont engagés, il y a un processus qui est engagé. Ce qui est vrai, encore une fois, c'est que dans ces combats asymétriques, l'adversaire, qu'on le nomme terroriste, rebelle, djihadiste, tout ce qu'on veut, ne s'interdit rien, et qu'il y a une sorte d'international djihadistes. Alors, c'est pas structuré comme des grands groupes internationaux, mais il y a des relais en Somalie, il y a des relais au Nigeria, avec d'autres types de groupes. Et donc, le risque de voir, comment dirais-je, une sorte des métastases partir du Mali et se réveiller ailleurs, dans les débats qu'on avait ces derniers jours sur est-ce que la France va être frappée, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller frapper des objectifs qui sont à proximité, plutôt que de monter des opérations sur la France où il y a des services qui veillent. Mais
on est dans ce type de guerre assez protéiforme. Juste un mot sur le gouvernement algérien. Comment peut-il réagir ce soir? Je crois que c'est pour eux tout à fait tragique. Il faut voir que l'Algérie, après la visite d'État de François Hollande le mois dernier, a effectivement changé profondément sa position en apportant un soutien qu'elle espérait discret à l'opération française au Mali. Il faut voir que ce soutien, entre autres l'autorisation de survol, provoque des polémiques très vives aujourd'hui en Algérie. Là, ce soir, s'il cède ou si au contraire il passe en force autour du site pétrolier, de toute façon, le prix sera très lourd en politique intérieure algérienne, où l'essentiel du crédit du président Bouteflika, notamment lors du vote du printemps dernier, était d'avoir réussi à tourner la page des années noires. Alors là, on voit bien que l'Algérie replonge, et au moins symboliquement, au moins au niveau de l'émotion publique, dans les pires moments, avec une ligne rouge qui a été franchie, qui ne l'avait jamais été, qui est l'attaque contre des sites pétroliers et gaziers. Il y a d'ailleurs un enseignement qu'on peut avancer modestement, c'est que les politiques de certains pays consistant à tolérer des forces djihadistes à travers des jeux très compliqués d'influence. On a comparé un peu l'Algérie au Pakistan, avec cette relation à la fois de soutien théorique officiel aux Américains, ou en tout cas aux alliés contre les talibans ou contre Ben Laden, et en même temps avec des liens entre les services secrets et les talibans, des relations de trafic, d'influence entre un certain nombre de personnalités pakistanaises et les amis de Ben Laden aussi. Oui, je pense qu'on peut faire le parallèle, et Jean-Pierre Filiu est beaucoup plus pointu que moi là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu clairement des alliances objectives, et plus que des alliances objectives, des services rendus et des gens achetés entre certains éléments d'AQMI, certains éléments des services secrets maliens, l'Algérie elle-même, le président ATT, Amadou Toumani Touré, jouant un peu aussi avec ça. C'est-à-dire que, bon voilà, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que on peut jouer ces jeux subtils. D'ailleurs, le Pakistan aussi se mord les doigts d'avoir joué avec les gentils talibans afghans qui les arrangeaient pour déstabiliser l'Afghanistan, et tout en essayant de préserver ces talibans à eux, puis ils sont aperçus que ça ne marchait pas aussi bien. Donc là, on s'aperçoit que ce système-là fait que finalement, le cancer djihadiste s'étoffe, parce que vous le rappeliez, il y a 10-15 ans, le GSPC, donc les héritiers du GIA, groupe salafiste de prédication et de combat, c'est l'expression que je préfère parce que je trouve que c'est celle, en termes de marketing, qui affiche la couleur. Alors AQMI fait plus peur et plus, en termes de marque, évidemment, c'est plus fort parce que c'était Ben Laden qui a doublé, mais groupe salafiste de prédication et de combat, au moins le programme était affiché. C'était centaines, peut-être un petit peu plus, et ils se sont constitués un trésor de guerre avec les otages, ils ont arrosé, ils ont acheté des complicités, les Algériens ont laissé faire, et là ils se retrouvent avec un retour de l'histoire tragique. Donc ce que ça veut dire, c'est que, d'ailleurs c'est une leçon pour moi de l'histoire de toujours, chaque fois qu'on calcule, on faiblit, qu'il y a des compromis. Ou quand il y a l'Europe aujourd'hui qui est en train de se mettre sous la table parce que c'est compliqué, etc., on le paye 1 an, 10 ans, 15 ans ou 20 ans avec les intérêts. Je crois aussi que l'Algérie n'était jamais complètement sortie de cette décennie noire. Et on parlait tout le temps, c'était l'expression usuelle en Algérie, d'un terrorisme résiduel. On se rend compte que ce terrorisme était tout sauf résiduel, qu'il était encore menaçant, la preuve. Et ce qui est assez grave, c'est que les Algériens avaient fini par se convaincre qu'en expulsant leurs djihadistes, parce que tous ces gens qui ont créé Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui l'ont implanté au Mali sont tous algériens. Et ce sont eux qui sont à la source de la crise dramatique que vit le Mali. Eh bien, ça revient dans le pays source. Alors faisons un tout petit point, il nous reste 2 minutes sur la situation au Mali justement ce soir, les troupes au sol. Juste une petite précision, il y a eu des informations disant qu'il y avait des corps à corps des soldats français et qui étaient démentis par le ministère de la Défense. Vous confirmez, Pierre Serment? Avant le démenti, j'expliquais que c'était des images d'Épinal de 14-18 où il y a eu du corps à corps. En fait, c'est une mauvaise interprétation de ce qui a dû être expliqué, à savoir que les troupes
troupes françaises, les forces spéciales, sont au contact des différents groupes d'AQMI. Mais aujourd'hui, le contact, c'est pas la baïonnette, on se tire dessus à la mitrailleuse lourde, au RPG, au lance-roquettes, etc. Donc effectivement, ce qui est vrai, c'est que les forces spéciales sont véritablement au contact, notamment de 150 à 200 djihadistes qui sont... Alors on parle de la ville de Diabali, c'est pas une ville, c'est une espèce de chapelet d'habitat, je dirais, africain, avec quelques bâtiments administratifs un peu plus hauts, mais c'est dans cette nébuleuse d'habitation que les djihadistes se sont enquistés au plus près de la population pour ne pas être frappés par l'air. Voilà, le risque, c'est un des risques qu'on évoquait, là on en a la confirmation ce soir, les islamistes armés utilisent des enfants soldats et des boucliers humains, et ça augmente évidemment la difficulté pour l'armée française. Et on peut malheureusement craindre qu'ils feront tout pour qu'il y ait des dommages collatéraux, qu'ils se chargeront de mettre en ligne sur leur site vidéo pour montrer que les horribles infidèles qui sont venus à terre combattre les forces qu'ils représentent sont les pires criminels que ce continent ait porté. On voit déjà l'utilisation médiatique, la manipulation tout à fait perverse qu'ils nous préparent. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer à en parler, je le crains. Et en tout cas, cela s'annonce compliqué et peut-être long. Merci, restez avec nous.